Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 50. Et je vous propose ici de déterminer le nombre maximal de composantes connexes du complémentaire de la réunion de n hyperplans dans RD. Alors cet énoncé, pour quelqu'un qui n'a jamais vu un exercice de ce type, ça peut être un peu perturbant. Il y a pas mal de petites notions et on a peut-être un peu peur de se perdre dans ce qu'il y a d'expliqué. Mais je vais vous parler de quelques petites choses qui sont en lien avec cet exercice, des choses qu'on peut voir en recherche et qui se trouvent à l'intersection de la combinatoire, de la géométrie, mais aussi de l'algèbre. Alors quand on prend une collection d'hyperplans dans RD, ça revient à prendre ce qu'on appelle un arrangement d'hyperplans. Je vais donner un exemple. Un exemple très simple dans le plan. Donc si je travaille en dimension 2, un hyperplan en dimension 2 c'est une droite. Je vais prendre par exemple une collection de 4 droites. Et bien voilà par exemple ce à quoi peut ressembler un arrangement. Donc je vais faire la chose suivante. Voilà à quoi peut ressembler un arrangement d'hyperplan. Donc un arrangement de droite ici dans le plan. Okay. Et il y a pas mal de questions qu'on peut se poser, des questions combinatoires, plus ou moins naturelles, derrière ces arrangements d'hyperplans. On pourrait se poser la question combien y a-t-il d'intersections engendrées par ces droites-là dans cet arrangement. On pourrait également se poser la question combien y a-t-il de segments, donc des segments entre guillemets, c'est ici, combien y a-t-il de segments donc, formés par deux intersections de l'arrangement, et tel que ce segment est inclus dans une des droites. D'accord, donc c'est ça que j'appelle ici segment de l'arrangement, et on peut généraliser la notion bien sûr en dimension supérieure. Et puis il y a aussi quelque chose d'autre qu'on peut chercher à dénombrer, c'est la question de savoir combien y a-t-il de régions. Combien y a-t-il de régions? Et en fait les régions, c'est exactement la notion de composante connexe du complémentaire de la réunion, donc de ces n hyperplans. C'est vraiment donc ça, c'est exactement la notion de région, c'est exactement la notion de composante. Et donc on va en parler tout au long de l'exercice, de composante connexe de RD moins l'union des hyperplans. Ok, donc c'est ça qu'on entend par composante connexe, et à partir de maintenant je vais peut-être plus souvent parler de région que de composante connexe. Mais bon, ne soyez pas troublés, quand je dirais juste région, c'est la même chose que composante connexe du complémentaire de l'union des hyperplans. Ok, alors bon voilà, donc ça c'est des questions combinatoires qui peuvent se répondre à l'aide de quelques outils, donc même des outils liés à des ensembles partiellement ordonnés. On peut travailler avec des ensembles partiellement ordonnés en parlant d'inclusion entre ce qu'il y a comme point d'intersection, ce qu'il y a comme segment, ce qu'il y a comme région, etc., etc. Donc on peut travailler ça de manière, on dit ça, on peut dire ça comme ça, on peut travailler les choses de manière simpliciale. C'est une façon, c'est la façon de dire qu'on travaille avec les intersections, puis avec les segments, puis avec les faces, etc. Donc les régions, c'est la même chose. Mais on peut aussi travailler ça de manière un peu plus algébrique. Et donc il y a des arrangements un peu particuliers qui sont en lien avec ce qu'on appelle des groupes de Coxeter. Alors les arrangements particuliers sont des arrangements de chi. Les arrangements de chi, je vais juste donner un exemple de type d'arrangement de chi qu'on pourrait rencontrer. Donc un type d'arrangement de chi qu'on peut rencontrer, ça peut être un truc de ce style. Je vais essayer de faire un dessin à peu près correct. Voilà. Donc voilà par exemple à quoi peut ressembler un arrangement de chi. Ok. Donc et normalement, il faut imaginer que les droites, je les dessine à l'infini, donc je fais des droites parallèles à celle-ci, par exemple, je fais des droites parallèles à celle-ci à l'infini, et je fais des droites parallèles à celle-ci, tous intercalés d'une certaine distance, qui est toujours la même. Donc voilà, donc ça par exemple, ça peut être ce qu'on appelle un arrangement de chi, et il y a un lien entre les arrangements de chi et donc ce que je disais, ce que j'appelais groupe de Coxeter. Alors c'est quoi un groupe de Coxeter? Pour la faire très simple, c'est une généralisation des groupes de permutation. Donc des groupes SN. Ok. Alors je vais faire un petit exemple et puis expliquer en quoi est-ce qu'un groupe de Coxeter, comment on peut généraliser un groupe de permutation. Donc si je travaille avec S4,
S4, on peut se rendre compte que ce groupe de permutations à 4 éléments est engendré, par exemple, donc on peut l'engendrer par pas mal de choses, mais un exemple d'engendrement assez intéressant, c'est l'engendrement par les transpositions adjacentes. Donc je peux très bien dire que S4, c'est la même chose que le groupe engendré par la transposition 1, 2, 2, 3 et 3, 4. Ok. Mais imaginons que je veuille donner une structure de groupe un petit peu plus abstraite, au sens où je veux oublier que je travaille avec des transpositions. Donc c'est-à-dire que, j'ai ces générateurs-là, donc je sais que je peux engendrer mon groupe avec 3 générateurs, mais la question que je peux me poser, c'est quelles sont les relations que doivent respecter ces générateurs afin de exactement retrouver le groupe S4. Alors si je me pose cette question, donc maintenant je vais noter S1, la première transposition, S2 la deuxième et S3 la troisième. Et donc je peux me rendre compte, si je me pose ces questions-là, de quelles sont les relations que doivent respecter ces SI, eh bien je me rends compte que chacun des SI est une involution, pardon. Donc c'est-à-dire que si je le fais au carré, un SI fois SI, ou SI en SI, si vous voyez ça en termes de composition, ça doit faire l'élément neutre, donc l'identité. Okay, mais il n'y a pas que cette relation-là. On peut remarquer également que S1 et S3 commutent. Donc S1, S3 égale S3, S1. Et puis il y a aussi d'autres types de relations qui sont respectées par S1, S2 et par S2, S3, qui ne sont pas des relations de commutabilité, mais ce sont des relations un petit peu particulières. Donc par exemple, ces relations-là qui s'écrivent S1, S2, S1, c'est la même chose que S2, S1, S2. Je vous invite à le faire vite fait si vous n'en êtes pas convaincu, si vous êtes un peu sceptique. Vérifiez-le par vous-même, vous verrez, ça marche. Donc si vous faites ça, et également S2, S3, S2, c'est la même chose que S3, S2, S3. Et ben voilà, et ben si je dis que mon groupe, c'est la même chose qu'un groupe engendré par 3 éléments qui vérifient ces choses-là, donc chacun des éléments est une involution, le S1, S3 commute, et ensuite les deux autres relations données par S1, S2 et S2, S3, si je donne ça, eh bien, c'est la même chose que me donner vraiment un groupe de Coxeter. En fait, un groupe de Coxeter, c'est le même genre d'idée, sauf que je vais pouvoir généraliser les 3 relations que j'ai écrites ici. Ces 3 relations sont des relations de type très particulier, c'est ce qu'on appelle des relations de tresse. Et en fait, une relation de tresse, bah, ça s'écrit de la manière suivante. Je peux écrire SI, SJ, SI, SJ, jusqu'à une certaine longueur, disons longueur K, et bien ça doit être égal à SJ, pardon, SI, SJ, et ça aussi longueur K. Donc voilà ce qu'est une relation de tresse, d'accord? Et donc, bon bah, en fait, un groupe de Coxeter, c'est une généralisation d'un groupe de permutation au sens où bah, je dois me donner des éléments qui doivent être tous des involutions et qui doivent respecter des relations de tresse. Et des relations de tresse de longueur que je veux. Ici, il y a une relation de tresse de longueur 2, donc les relations de tresse de longueur 2 correspondent à la commutativité, on a ça, et puis on a aussi des relations de tresse de longueur 3 ici pour les groupes de permutation. Donc ça, c'est des relations de tresse de longueur 3, mais on pourrait imaginer qu'on travaille avec des relations de tresse de longueur 4, S1, S2, S1, S2 égale S2, S1, S2, S1 par exemple, de longueur 5, de longueur 6, et même si on veut, on peut introduire une longueur infinie, et quand on dit qu'on a quelque chose de longueur infinie, une relation de tresse de longueur infinie, ça veut dire qu'il n'y a aucune relation entre les deux éléments. Donc si j'avais dit, oui, il y a une relation de tresse de longueur infinie entre S1 et S2, ça veut dire quelque part qu'il n'y a en fait pas du tout de relation. Donc je peux introduire la longueur infinie en disant qu'il n'y a pas de relation en fait, entre les deux éléments. Donc, et donc c'est en cela qu'on peut généraliser un groupe de permutation en un groupe de Coxeter. Donc là notamment, je viens de donner une présentation du groupe de permutation à l'aide d'éléments qu'on appelle des éléments simples et des relations qui sont des relations de tresse, en plus de l'involution bien sûr que doivent respecter chacun des simples. Alors prendre un ensemble de simples, alors, à savoir qu'un groupe de Coxeter, je peux changer les simples avec lesquels je peux travailler. Donc on peut travailler aussi avec d'autres types de simples. Là ici j'ai travaillé avec les transpositions adjacentes. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si je travaillais avec d'autres transpositions qui engendrent également S4. On peut aussi se poser cette question-là. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on change de système de Coxeter. Il y a une question de système de Coxeter. Alors j'aimerais terminer juste en parlant très rapidement, en gesticulant, en parlant assez rapidement du lien entre les deux, là, entre
un arrangement de chi et un groupe de coxétaires, bah, le lien est le suivant. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut associer à chaque élément simple du groupe une droite dans le plan ou un hyperplan dans RD. Donc là, ici, je vais faire un petit exemple. Disons que, imaginons que cette droite-là corresponde à S1. Et puis, cette droite-là correspond à S2. Ce que je peux dire, c'est que je pourrais essayer de travailler, donc pour faire le lien entre ce que je viens de faire là et le groupe, bah, pour retrouver le groupe, ce que je peux dire, c'est que, en fait, je peux travailler avec la réflexion engendrée par la droite S2 ici. Donc la réflexion engendrée, c'est un peu comme c'est juste une question de symétrie, hein, une symétrie orthogonale si on veut. Donc là, je peux travailler avec une symétrie orthogonale et dire, bon, bah, chaque point qui sont ici sont envoyés ici, et inversement. Pareil pour S1, chaque point qui est envoyé ici, et inversement, d'accord? Donc chacune des réflexions vont être des involutions, et bon, bah, après, bah, il faut vérifier, est-ce que si je fais S1, S2, S1, c'est la même chose que S1, donc S1, S2, S1, c'est la même chose que S2, S1, S2. Vous pourrez se poser cette question-là, et la réponse est oui. Et donc là, par exemple, cet arrangement de chi pourrait correspondre à S3, par exemple. Donc voilà, donc il est là, le lien entre l'arrangement de chi et tout ça, et donc évidemment on comprend en effet le lien entre la combinatoire, la question de déterminer des régions, des nombres de régions, des nombres d'intersection, etc. Le lien avec la géométrie, bon je pense que c'est plus ou moins évident parce que je travaille avec des droites, des hyperplans, etc. Donc on se doute bien qu'il y a de la géométrie derrière, et le lien avec ces histoires d'algèbre et notamment ces groupes de coxétaires. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant je trouve, et donc je voulais vous partager ça avant de me lancer à la résolution de cet exercice. Donc voilà, alors maintenant que je vous ai parlé de ça, et que je vous ai donné quelques petites idées aussi, que je vous ai fait un peu mieux comprendre ce que j'entendais par composant connexe, du complémentaire de un hyperplan, etc., donc ce que je vais appeler maintenant région, et bien je vous invite à faire une petite pause pour essayer de réfléchir dans des cas de figure, hein, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de travailler en cas général, déjà essayez de travailler le cas D égale 2 si vous voulez, même D égale 1, etc., pour voir ce qui se passe, et essayer de déterminer ce nombre maximal de composantes connexes qu'on peut avoir pour un arrangement de N hyperplans, donc déterminer le nombre de régions en fait maximales qu'on pourrait avoir pour un arrangement de N hyperplans. Donc je vous invite, je le répète, je vous invite à faire une petite pause comme d'habitude pour essayer d'y réfléchir par vous-même avant que je ne dise quoi que ce soit concernant une résolution de cet exercice. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé cette petite parenthèse avant de résoudre l'exercice. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors c'est parti pour la résolution. Alors avant toute chose, je vais donner un nom à ce qu'on va chercher à compter. Donc je vais appeler CND. Donc CND, ça va être le nombre de maximal, hein, donc c'est le nombre maximal, hein, je précise, c'est important, maximal de régions pour un arrangement de N hyperplans dans RD. Ok, alors donc, comme je vous l'ai dit, je vais travailler d'abord avec des cas simples et puis essayer de comprendre la structure et essayer peut-être de mettre en avant une preuve du résultat, et donc voilà. Donc essayez déjà d'émettre quel peut être le résultat, puis ensuite essayez de donner une preuve qui va être quelque part une preuve par récurrence. Alors, on va travailler d'abord le cas le plus simple, la dimension 1. Alors la dimension 1, si je me donne aucun point, on est d'accord que C de 0D, ça vaut 1. C de 0,1, pardon. Mais en fait, C de 0D, ça va valoir 1 aussi. Donc bon, je pense que c'est assez... je vais même l'écrire tout de suite, puisque je me suis permis de le faire directement, mais j'aurais pu attendre. Donc C de 0,1, ça vaut 1. Donc si je me donne aucun point, il est clair que là, ici, R, ça me donne une seule composante connexe. Et ça va être vrai même pour n'importe quelle dimension. Si je travaille le plan, je me donne aucune droite, bah pareil, le plan c'est juste une composante connexe. R3, c'est pareil, et ainsi de suite. Donc c'est assez clair que C0D, ça vaut toujours 1. Maintenant, si je me donne un point sur cette droite, et bien là, je vais avoir donc coupé ma droite en deux. On est d'accord? Donc je pense, et je peux pas faire mieux que ça. Je peux pas faire mieux que couper ma droite en deux à l'aide d'un seul point.
D'accord? Donc je vais avoir la réponse que C11 ça vaut 2. Et en fait de manière générale, C1D vaut 2. Ok. Alors maintenant, et c'est là où ça va commencer à différer un peu, si je veux me donner un nouveau point, on parlera des dimensions supérieures après, mais si je veux me donner maintenant un nouveau point, qu'est-ce qui se passe? Alors si je me donne un nouveau point, soit je peux mettre le point au même endroit que le premier que j'ai posé, soit je peux mettre le point à un endroit différent. Si je le mets au même point, on est d'accord que le nombre de composantes ne change pas, donc c'est pas intéressant, si je veux déterminer un nombre maximal de composantes. Et donc, le seul cas de figure où je vais avoir augmenté le nombre de composantes connexes du complémentaire, c'est en mettant un point distinct. Et donc si je fais ça, je pense que c'est assez clair que je me retrouve avec 3 composantes connexes. Donc là, je me retrouve avec C de 2, 1 qui vaut 3. Et donc en fait, je pense que c'est pas très dur de remarquer que si je me donne n points, eh bien le nombre de composantes maximales que je peux avoir en me donnant n points sur la droite, ça va me donner n plus 1. Et c'est une preuve par récurrence, pas très difficile à faire. En effet, imaginons un cas de figure où j'aurais déjà n-1 point posé, ou n points posés si on veut. Bon, disons n-1 point. Imaginons qu'on a n-1 point posé, donc ici j'ai posé 6 points et je veux en poser un nouveau. Si je veux augmenter le nombre de composantes connexes, le seul moyen c'est de poser un nouveau point qui est différent de ce que je viens de poser. Ce que je viens de poser me donne 7 composantes connexes distincts. Et donc en posant un nouveau point, qu'est-ce qui se passe? Soit je vais couper un des segments en deux, et donc si je coupe un des segments en deux, j'augmente bien le nombre de composantes connexes de 1. Soit je coupe une demi-droite en deux. Donc une demi-droite en deux, ça veut dire que je coupe en un segment et une demi-droite. Et encore une fois, je vais avoir augmenté le nombre de composantes connexes d'un de plus. Voilà. Donc c'est gagné. En effet, Cn1 vaut n plus 1. C'est le cas le plus simple. C'est peut-être un peu bête de le faire, mais je pense que c'est intéressant quand même de le faire, juste pour peut-être avoir une idée de comment on peut généraliser les formules dans les dimensions supérieures. Ok? Donc c'est pour ça que je le fais. C'est juste pour se poser la question comment je peux généraliser la formule au cas supérieur. Alors là, on va commencer à attaquer un cas de figure plus intéressant, c'est le cas de figure des droites. Alors pour représenter R2, je vais le représenter à l'aide d'un rectangle. Voilà. On va représenter à l'aide d'un rectangle. Alors si je me donne aucune droite, on peut en effet vérifier 0, 0, 2, ça donne bien 1. C de 0, 2, ça donne bien 1. C de 1, de 1, 2, ça donne aussi 2. Je pense que c'était assez clair. Si je dessine une droite, je coupe R2 en deux composantes connexes. Bon. Alors maintenant, là on va commencer à rentrer à voir quelque chose d'intéressant. Si j'ajoute une nouvelle droite, j'ai le choix, soit j'ajoute une nouvelle droite qui est parallèle, ok, et dans ce cas-là, ça va me donner donc 3 régions, donc 3 composantes connexes, mais je peux aussi choisir de dessiner une nouvelle droite qui intersecte la première droite que j'ai dessinée, donc je peux très bien dessiner ça, et là le nombre de régions qui apparaît est égal à 4. Et donc on se rend compte que pour avoir un nombre de régions maximales, il faut que les deux droites s'intersectent. Et donc, on voit que C2, donc C2, 2, ça vaut 4. Ok, alors voilà, là j'ai un cas de figure maxillaire. Maintenant j'aimerais encore ajouter une nouvelle droite. Alors là, encore une fois, j'ai le choix. Soit je peux dessiner une droite qui concourt avec les deux autres. Comme ceci. Si je fais ça, combien est-ce que j'ai de composantes connexes, combien j'ai de régions? J'en ai 6. Très bien. Alors maintenant, je me pose la question, est-ce que je ne peux pas faire autrement? Est-ce que je ne peux pas avoir mieux? Alors, une autre question que je peux me poser, c'est, je pourrais très bien dessiner une droite rouge qui est parallèle à au moins une des deux. Hop. Je pourrais faire ça. Et là, le nombre de composantes connexes est encore égal à 6. Bon. D'accord? Donc c'est pas mieux. Est-ce que je peux encore avoir une autre possibilité? L'autre possibilité, c'est de dire, je vérifie aucun des deux. C'est-à-dire que je peux dessiner une droite qui ne concourt pas avec les deux autres et qui n'est pas non plus parallèle à l'une des deux. Donc je pourrais très bien dessiner par exemple une droite comme celle-ci. Voilà, celle-ci. Et si je dessine cette droite-là, là on a combien de régions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le nombre maximal ici, c'est 7.
Donc C3,2 est égal à 7. Ok? Puis je peux continuer un petit peu le processus pour voir un petit peu ce qui se passe et essayer d'anticiper un raisonnement. Essayer d'anticiper un raisonnement. Alors, là, si je veux ajouter une nouvelle droite à cette affaire, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Je peux choisir de prendre une droite qui concourt avec au moins deux de ces droites. Donc, je peux très bien dire, bon, ok, je vais prendre cette droite-là. Voilà. Je peux très bien faire ça. Si je compte le nombre de régions, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai donc 10 régions. Ok. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je ne peux pas faire mieux? Alors, pareil, je peux me dire, est-ce que la droite verte doit être parallèle à une des droites? Ben, si elle est parallèle à l'une des droites, et j'espère que vous commencez à voir aussi le raisonnement qui se profile. Hein. Donc, si je fais une droite verte qui est parallèle, ah oui, je l'ai mal dessiné. Donc si je fais une droite verte qui est parallèle à la droite mauve, voilà, disons par exemple ça, ok. Là, la question que je me pose, c'est combien il y a de régions que j'ai ici encore. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai encore 10 régions possibles. Donc là, j'ai dit, soit elle était concurrente à l'une des droites, soit elle était parallèle à l'une des droites. J'aurais pu faire un mix des deux en disant elle est parallèle à une des droites et en plus elle concourt avec deux autres, hein. J'aurais pu faire ça aussi, donc on peut le faire tout de suite. J'aurais pu le faire comme ça. Si je fais ça, combien j'ai de régions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon là on voit que le nombre de régions est plus petit, donc ça ne va pas être la bonne solution. Hop. Ok. Et donc, il reste une dernière possibilité, c'est de dessiner une droite verte qui est quelconque, c'est-à-dire qui doit ni être concurrente avec au moins deux des trois droites qui sont déjà présentes, ni parallèle à une des trois droites qui est déjà présente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux dessiner, par exemple, une droite qui peut être la suivante. Voilà. Et donc si je dessine une telle droite, combien j'ai de régions? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que j'en ai raté une? C'est possible que j'en ai raté une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'ai encore raté. Je suis sûr que j'ai dû en rater une à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est mieux. Ok, donc à chaque fois, je crois que le premier coup j'ai dû rater celui-là. Et le deuxième coup, j'ai dû rater celui-là. Quelque chose que... non. Le premier coup, j'ai raté celui-là, et le deuxième coup, j'ai raté celui-là. Ok. Donc, il y a 11 régions. Et là, on a un cran en plus. Ok. Bon, très bien. Alors, maintenant, on peut se poser la question. Imaginons que j'ai un arrangement d'hyperplan. Donc là, j'ai un arrangement de droite, ok, dans le plan. Donc, je vais essayer de penser à une preuve par récurrence, si vous voulez. Donc, imaginons que j'ai déjà un arrangement qui donne un nombre de régions maximales. Imaginons que j'ai ça. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment je peux dessiner ma nouvelle droite de façon à ce que le nombre de régions soit à nouveau maximal. Et bien, pour répondre à cette question, il suffit de me rendre compte, comme je viens de le faire à plusieurs reprises, que quand je fais des droites parallèles ou des droites qui sont concurrentes, à au moins deux des droites, ce qui se passe, c'est que le nombre d'intersections que je vais avoir de cette droite avec les autres droites va être inférieur au nombre maximal que je pourrais avoir. Et le nombre maximal que je pourrais avoir, c'est en prenant une droite qui n'est ni parallèle à l'une d'elles, ni concurrente à deux d'entre elles. Donc, alors, comment je peux essayer d'expliquer ça? Alors, si je veux dessiner, donc, imaginons que je vais encore augmenter d'un cran. Imaginons que là, on a un arrangement à n hyperplan, d'accord? Eh bien, si je veux dessiner une nouvelle droite telle que le nombre de cellules est maximal, il faut que je dessine une droite qui n'est ni parallèle à l'une d'entre elles, ni concurrente à deux d'entre elles. Donc, c'est-à-dire, une droite, par exemple, qui peut être comme ça. Voilà, donc là je viens d'ajouter une nouvelle droite. Si vous voulez, vous pouvez compter le nombre de régions que j'ai, etc., etc. Alors comment justifier ça? Ce que je veux justifier, enfin la façon dont je veux justifier, c'est que je peux compter le nombre d'intersections
qui apparaît entre la droite que j'ai ajoutée et les autres droites qui sont déjà présentes. Et donc, ce que je peux remarquer, c'est que si cette nouvelle droite concourt avec deux d'entre elles, le nombre d'intersections diminue de 1. Et de plus, vous remarquerez que ce nombre d'intersections n'est pas très loin du nombre de régions que j'ajoute. Si vous faites bien attention à ce qui se passe, par rapport à... Et si vous repensez à ce qui se passait pour la droite, juste au-dessus, ça revient plus ou moins à la même question d'éviter d'avoir deux points qui se trouvent au même endroit, donc sur cette nouvelle droite. Okay, donc là, vous voyez que en ayant ajouté cette droite-là, donc si je l'avais ajoutée, si vous voulez, je peux faire un autre dessin pour dire. J'aurais pu faire la même parallèle passant par... Voilà. Donc si j'avais fait la même parallèle passant par ce point-là, eh bien je me rends compte que là, le nombre d'intersections que j'obtiens, c'est 3. Okay, donc là, le nombre de points qui apparaît sur cette droite, qui seraient des intersections ajoutées dans cet arrangement, est égal à 3. Donc 1 de moins. Et si vous regardez le nombre de régions que j'ajoute dans chacun des deux cas de figure, donc si je regarde celui que j'ai fait en pointillé, je vais effacer rapidement celle que j'ai faite là, ok. Donc si je regarde ce que j'ai fait en pointillé par rapport au nombre de régions que j'avais, vous voyez que j'ai découpé la région ici en deux, donc j'ai ajouté 1 ici, j'ai ajouté 1 ici, j'ai ajouté... Alors ici j'ai rien ajouté, j'ai ajouté 1 ici, j'ai ajouté 1 ici. Donc le nombre de régions que j'ai ajouté est égal à 4 ici. Ok. Alors que si je reprends... Maintenant j'efface la pointillée. Et si je reprends la droite que j'ai dessinée juste avant... Voilà. Donc si je reprends cette droite-là, là le nombre de régions que j'ai ajoutées, c'est combien? Là j'en ai une, là j'en ai deux, là j'en ai trois, là j'en ai quatre, là j'en ai 5. Vous voyez que j'ai ajouté 5 régions. Okay, et donc on voit que quelque part, il y a une idée de ombre ou d'empreinte, si on veut, puisque en fait, en ajoutant cette nouvelle droite, il faut que je m'assure que le nombre d'empreintes correspond exactement au nombre de droites qu'il y avait dans mon arrangement. Et vous voyez que ça correspond bien. Okay, donc on remarque que CND, enfin CN plus 1D, est inférieur ou égal à CN, inférieur ou égal à CND plus N plus 1. Le N plus 1 étant le nombre, donc là c'est 3, c'est 2 ici, pardon. Je vais mettre 2. Puisque là, ici, n plus 1, c'est le nombre, donc ça c'est le nombre d'intersections. Donc nombre d'intersections plus 1. Donc nombre d'intersections de la nouvelle droite. Avec les autres. Plus 1. Donc le nombre de régions qu'on ajoute, donc je vais essayer de l'expliquer comme ça. Donc, supposons qu'on a un arrangement que nous ayons un arrangement de n droites. Et que j'ajoute une nouvelle droite, soit delta, une nouvelle droite que l'on souhaite ajouter. Il n'est pas difficile de remarquer que le nombre d'intersections, donc le nombre d'intersections de delta avec l'arrangement, c'est-à-dire le nombre d'intersections que l'on produit en ajoutant la nouvelle droite, plus 1, et bien ça c'est égal au nombre de régions ajoutées. C'est le nombre de régions ajoutées à l'arrangement de départ. Et pour le justifier correctement, il suffit de remarquer que quand on a
Donc cette demi-droite-là, elle appartient à une des régions de l'arrangement, d'accord? Donc cette demi-droite-là coupe une des régions en deux. Donc ça rajoute 1, comme je l'expliquais tout à l'heure. Là, j'ajoute 1 au nombre de régions. Puis ensuite, chaque segment coupe une région, encore une fois, en deux, hein, vous remarquerez à chaque fois, d'accord? Et donc, bon, en pensant comme ça, en effet, on ajoute n plus 1. Donc si on a déjà n droite et qu'on ajoute une nouvelle droite, on ajoute au plus n plus 1 région. Donc, si je veux atteindre la valeur maximale, donc ça, c'est ça, et cette valeur maximale, je l'atteins à condition que la droite que je dessine, donc valeur maximale atteinte, max atteint, si la nouvelle droite intersecte n'est ni parallèle, donc n'est ni parallèle à l'une de l'arrangement, ni concurrent. Donc ni concurrent à deux d'entre elles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'intersecte vraiment de manière distincte chacune des droites de l'arrangement. Donc c'est une valeur maximale que j'atteins. Et CN2, c'était le nombre maximal de régions que j'avais. Donc j'ai un hyperplan, il faut imaginer que j'ai donc un arrangement qui permet d'atteindre ce nombre maximal. Donc finalement, ce A inférieur ou égal, ça devient égal. Et voilà, j'ai une relation de récurrence. Bon, maintenant, avec cette relation de récurrence, je pense qu'il n'est pas très dur de déterminer quelle peut être la valeur de CN2. Et je vous le donne en 1000. Alors je vais faire ça un peu. Hop. La valeur de CN2, ça va être égal à n fois n-1 sur 2 plus n plus 1. Alors bien sûr, la formule que vous allez peut-être obtenir si vous utilisez juste l'idée de faire un calcul de somme usuel, c'est-à-dire faire Cn plus 1 moins Cn est égal à n plus 1, puis vous faites une somme là-dessus, et vous faites une somme là-dessus, ça fera une somme télescopique d'un côté, et de l'autre côté vous avez la somme des k plus 1. Bon, la formule a priori que vous allez obtenir est un tout petit peu différente, mais vous pouvez la remanier afin d'obtenir ça. Ok? Bon, très bien, alors là j'ai Cn2, très bien, je suis content. On a vu Cn1 qui valait n plus 1. Bon. Alors maintenant, on va essayer de donner une récurrence, une formule de récurrence plus générale. Alors la formule de récurrence plus générale, on va l'obtenir vraiment avec la même idée que ce que je viens de donner ici. Ce que je viens d'expliquer ici, c'est que si on veut augmenter le nombre de régions de manière maximale, il faut que le nouvel hyperplan qu'on fasse intervenir intersecte de manière différente chacun des hyperplans qui étaient présents dans l'arrangement. Donc c'est-à-dire qu'il y a une histoire d'empreinte qu'on peut lire dans l'hyperplan. Je vais essayer d'être un petit peu plus clair et préciser ce que j'entends comme position. Alors là, ce que je peux juste expliquer, c'est que je peux expliquer la notion de position générale. Ça, je pense que ça peut être intéressant de se poser la question, qu'est-ce que je vais entendre par position générale? Alors, par position générale, c'est justement cette question, donc là, dans le plan, c'est justement la question d'éviter d'avoir deux droites parallèles ou deux droites qui sont, donc d'éviter d'avoir deux droites parallèles dans l'arrangement ou avoir trois droites qui sont concurrentes dans l'arrangement. D'accord? C'est exactement éviter ce problème-là. Maintenant, la question, c'est comment je peux généraliser en dimension supérieure. Donc, imaginons, je veux travailler avec des plans et je veux éviter certaines configurations, je veux donner... en gros, je veux expliquer, parce que position générale, qu'est-ce que ça veut dire quelque part? Ça veut dire que c'est comme si j'avais choisi les droites au hasard. D'accord? Ça peut se voir comme ça. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je choisis des plans au hasard dans l'espace? D'accord? Alors, pour essayer d'expliquer autrement cette notion de général, alors c'est pas une notion très facile, hein, mais j'aimerais essayer de l'expliquer, parce que bon, il y a des résolutions ou des choses, en tout cas des exercices dans lesquels on en parle, sans jamais expliquer vraiment ce que c'est une position générale. J'aimerais bien essayer de vous l'expliquer proprement ici. Donc, si vous regardez bien, dans ce cas de figure, si je prends n'importe quelle paire de deux droites,
il y a une intersection et cette intersection c'est un point. Si je prends n'importe quel triplet de droite, l'intersection des trois droites donnera toujours le vide. Ok? Donc là c'est en dimension 2. Essayons d'y réfléchir maintenant avec la même idée en dimension 3. Si je travaille en dimension 3, l'intersection de deux hyperplans que je choisis au hasard, entre guillemets au hasard, je vais mettre quand même des guillemets. Imaginons que je choisis deux hyperplans ou deux plans dans R3 au hasard. Alors deux plans au hasard, ça veut dire que globalement, bon, je pourrais très bien les choisir coplanaires, mais c'est pas le choix, c'est pas le choix qui amène à quelque chose de général, parce que bon bah, si je prends deux hyperplans en général, c'est pas le cas, ça ne peut pas être coplanaire. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a une intersection. Donc là voilà, pouf. Hop. Et donc cette intersection est donnée par une droite. Que je dessine en noir. Ok, en espérant que les couleurs se distinguent un petit peu. Donc, bah vous voyez que là, l'intersection de deux plans donne quelque chose de dimension 1. Donc j'avais des dimensions 2 qui donnent des dimensions 1. Donc il faut que n'importe quelle paire d'hyperplans s'intersecte en des droites, enfin en une droite. Là, chaque paire de plans doit s'intersecter en une droite. On voit ça. Maintenant, si je prends un triplet de plans, qu'est-ce qu'il faut que j'évite? Alors, ce qu'il faut que j'évite, je vais essayer de dessiner, c'est pas facile. Alors, ça va pas être facile de le dessiner. Bon, je vais peut-être tricher. Alors, ce que j'aimerais, c'est essayer de dessiner un troisième plan de façon à ce que les droites que je vais dessiner soient en position générale. Alors, donc si je prends l'intersection, on est d'accord que de toute façon il faut que j'évite que ce soit coplanaire. Donc ce que je pourrais très bien faire par exemple, c'est, bon, je vais essayer d'en dessiner un, on verra bien. Donc, je vais dessiner ça. Voilà. Ok. Donc voilà, j'espère que ça se distingue encore. En bleu, un nouvel hyperplan que j'ose espérer de manière un peu, enfin que j'ose espérer avoir dessiné de manière générique. Donc là, la droite d'intersection, je pourrais peut-être dessiner une droite qui est comme ça. Ok. Donc si je prolonge les deux droites ici, les deux droites s'intersectent, hein, d'accord? Donc j'ai ça. Et puis, donc si je regarde maintenant cette droite-là, je pourrais peut-être supposer que cette droite ressemble à... C'est peut-être pas si évident, mais il faudrait que cette droite-là soit pas parallèle non plus, donc je pourrais peut-être avoir quelque chose comme ça. Ouais, bon, c'est pas terrible. Hein. J'aimerais bien... Bon, on va faire comme ça. Voilà. Donc, il faut remarquer de toute façon que si je prends des intersections, donc si je prends par exemple l'intersection du bleu avec les deux verts, ça va me donner deux droites. Et ce que je veux, c'est que comme ces deux droites sont dans le même plan, il faut que ces deux droites s'intersectent. Vous voyez ce que je veux faire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intersection de trois hyperplans donne un point. Ok? C'est sûr que là, ça ne se voit pas très bien, mais il faut imaginer que là, les hyperplans sont placés de façon à ce que en fait, le point d'intersection entre les trois hyperplans se trouve quelque chose devant nous. Là. D'accord? Donc là, on peut se rendre compte... Ah, je vais écrire. Hein. Donc l'intersection entre deux hyperplans donne une droite. Donc, intersection de H1, H2, c'est une droite. L'intersection entre trois hyperplans, ça donne un point. De manière, encore une fois, de manière générale, hein, parce que je pourrais très bien avoir différents cas de figure où, par exemple, les droites sont parallèles. Hein, c'est une question de théorème du toit. Hein. Si j'ai des plans qui sont dessinés de façon à ce que ça vérifie le théorème du toit, c'est pas un choix générique. Enfin, c'est pas un choix général. Je pourrais très bien faire en sorte que les trois droites de mon théorème ou de mon dessin avec le toit
s'intersectent. Je peux très bien faire ça, d'accord? Donc, voilà. Et de manière générale, si je prends deux droites, dans un même plan, je veux que ces deux droites soient un peu de manière générale comme ici, donc c'est-à-dire que ces deux droites s'intersectent. Donc si je demande ça, ça veut dire que les trois hyperplans s'intersectent en un point. Et puis, à votre avis, si je prends 4 hyperplans, je ne vais pas le dessiner parce que ça va commencer à être compliqué, déjà que pour 3 ça allait, alors pour 4, eh bien ce que je veux c'est que ce soit vide. Exactement comme pour 3 droites dans le plan. Si je prends 3 droites dans le plan, je veux que l'intersection soit vide. Là c'est la même chose. Si je prends 4 plans dans l'espace, je veux que leur intersection soit vide. Si je prends 3 plans dans l'espace, je veux que l'intersection soit un point. Si je prends 2 plans dans l'espace, je veux que leur intersection soit une droite. Et bien c'est exactement ça, et on peut généraliser maintenant. C'est exactement ça, dire que je prends des éléments en position générale. Alors, maintenant on va les faire proprement. Donc, j'espère avoir réussi à être à peu près clair, en tout cas sur ce que j'entendais par ces dessins-là, même si ce dernier dessin n'était pas super. Donc, maintenant si je prends D quelconque, on dira que H1 jusqu'à Hn est en position générale, si et seulement si, donc H1 jusqu'à Hn est en position générale, si et seulement si, pour tout I, donc un sous-ensemble de 1n, donc ça veut dire en disant ça, ça veut dire que je prends une sous-collection d'hyperplans là-dedans, ok? Ce que je veux, c'est que l'intersection pour I dans I, DHI, donne, donc si le cardinal, donc il y a deux cas de figure, si le cardinal de I est inférieur à n, est inférieur ou égal à n si on veut, je veux que leur intersection donne un espace vectoriel ou un espace affine. On peut plutôt parler d'espace affine, mais bon, enfin bref, parce que là je peux plus parler d'hyperplan, là je parle d'un point, je pourrais parler d'une droite, etc. Je veux quelque chose de dimension inférieure. Donc bon, là je parle d'espace affine, je suis peut-être pas obligé de parler d'espace affine, mais ce que je veux c'est en tout cas que l'espace donné par cette intersection-là soit de dimension n-i. Donc, espace, normalement c'est affine, de dimension n- le cardinal de i. Donc ça veut dire en particulier que si je prends, pas n, attends, j'ai fait une bêtise là, non c'est pas n-i, c'est d-i, désolé. Donc si le cardinal est plus petit que d, parce que c'est par rapport à la dimension, hein. Tout à l'heure, là quand j'ai fait dimension, donc si je prends, là j'ai fait dimension 3, si je prends deux plans, ça donne une droite. Donc ce que je veux, c'est que si je prends deux plans, l'intersection me donne quelque chose de dimension d-1, donc 2-1, 3-1, donc on va y arriver, 3-2, on va y arriver, donc là ça veut dire que je fais d- le nombre d'éléments qu'il y a dans i. D'accord ? Donc là encore une fois, l'intersection entre deux droites donne un point, donc ça veut dire que la dimension a diminué de 2, qui est exactement le nombre de droites que j'ai choisi. Pareil pour les plans, si je prends 3 plans, je veux que leur intersection forme une droite. Donc ça veut dire que la dimension a diminué de 3, qui est exactement le nombre d'hyperplans que j'ai choisi, le nombre de plans que j'ai choisi. Donc de manière générale, je veux ça. Et de plus, je veux également que si le cardinal de i est plus grand que d, eh bien ça donne vide. Exactement comme prendre 3 droites dans le plan. Si je regarde l'intersection de 3 droites dans le plan, une position générale, ça va être de dire que ces 3 droites sont d'intersection vide. Donc il n'y a pas un point en commun aux 3 droites, donc ça veut dire que j'évite des droites qui sont concurrentes. Ok ? Voilà, alors maintenant qu'on a défini cette notion de position générale, on a compris déjà qu'en dimension... Donc on a compris qu'en dimension 2 et en dimension 1, il faut être dans une position générale. Ok ?
Vous avez remarqué le petit dessin, c'est vrai que je l'ai effacé, j'aurais peut-être dû le garder encore un peu. Vous avez remarqué que dans le dessin, je me suis ramené à la dimension inférieure. J'ai regardé, quand j'ai ajouté la nouvelle droite, j'ai regardé les intersections que j'obtenais avec les autres droites de l'hyperplan, et en regardant ces intersections, je me suis ramené au cas de figure où d égale 1. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va pouvoir mettre une relation de récurrence entre un hyperplan, enfin une collection d'hyperplans qu'on aurait pris en dimension d, la même collection auquel on enlève un hyperplan, et une collection d'hyperplans auquel on enlève encore une fois un hyperplan, mais aussi en dimension inférieure. Alors comment on peut expliquer ça? Eh ben, on peut l'expliquer, c'est vrai que j'aurais pas dû effacer le dessin, j'aurais peut-être dû le garder encore un peu, donc je vais me permettre de faire vite fait, de refaire vite fait un dessin pour expliquer de manière imagée ce que je vais faire. Hop. Je veux ça. Voilà. Ok. Voilà. Donc on va essayer de montrer aussi que en choisissant un truc de position générale, on va avoir le nombre maximal que l'on souhaite. Ok, on va essayer d'expliquer ça. Et on va supposer que c'est vrai. Donc, supposons par récurrence que CI, donc CI D est atteint pour un arrangement, je vais mettre CI delta. Donc CI delta est atteint pour un arrangement de I hyperplan de R delta pour tout, donc pour tout couple I delta tel que, eh bien je veux que I soit inférieur, donc je veux que ce soit vrai pour tout delta inférieur ou égal à D, donc tout delta inférieur ou égal à D, et pour tout I inférieur ou égal à... donc là je vais faire une récurrence forte en fait, hein, inférieur ou égal à N, disons inférieur ou égal à N. Ok. Bon. Et donc ce que je veux essayer, c'est de montrer que Cn plus 1 D, ou Cn plus 1 D, lui aussi est atteint dans un cas où l'arrangement est en position générale. Donc il est atteint pour un arrangement de hyperplan général. Donc ce que j'appelle maintenant général, c'est position générale. Ok, alors, l'idée est la suivante. Je prends un arrangement, donc soit H1 jusqu'à Hn plus 1, N plus 1 hyperplan. Pour l'instant, je ne dis pas du tout en position générale. Donc N plus 1 hyperplan dans RD. Ok. Et puis je veux compter le nombre de régions. D'accord? Donc je me pose la question combien il y a de régions. Alors, si je prends mon arrangement d'hyperplan en enlevant le dernier, donc en prenant le nombre, donc si je prends un arrangement, voilà, donc si je prends un arrangement formé par H1 jusqu'à Hn, on sait que le nombre maximal de régions est atteint en position générale. Ok. Donc on sait ça. Ensuite,
Bah, ce qu'on pourrait regarder, c'est qu'est-ce qui se passe quand je prends Hn plus 1 inter l'un des Hk. Je peux me poser un petit peu cette question-là. Donc, si je veux, je peux posons. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait dans le raisonnement de tout à l'heure. Là, imaginons, j'ai un arrangement d'hyperplan ici donc là, ici, c'est la dimension 2, je rappelle, mais on peut voir de manière générale ce qui va se passer. Donc là, imaginons, j'ai la droite rouge, la droite bleue, la droite violette donne un arrangement de n hyperplans. Je veux ajouter ce nouvel hyperplan. Je veux savoir combien de régions j'ajoute. Et pour savoir le nombre de régions que j'ajoute, il suffit de connaître le nombre d'intersections que j'ai formées en plus en ajoutant la droite bleue dans mon dessin. D'accord? Donc je vais poser Fk comme étant l'intersection de Hi de Hk avec Hn plus 1. Et je me rends compte que donc là on a vu que le nombre de régions c'était le nombre d'intersections. Mais en fait de manière générale on peut se dire que le nombre de... qu'est-ce que c'est que... En fait qu'est-ce que c'était ce nombre de régions? Ben, c'est le nombre de composantes connexes que nous avions. Hein, c'est vrai que j'aurais pu le dire ça comme ça, je ne l'ai pas encore dit mais je le dis maintenant. C'est le nombre de composantes, on l'a fait au tout début, hein, c'est le nombre de composantes connexes que nous avons sur notre droite, sur la nouvelle droite, hein, d'accord, sur le nouvel hyperplan, c'est le nombre de composantes connexes que nous avons en comptant ces intersections avec les... Donc c'est-à-dire que là on a 3 points, d'accord, ces 3 points donnent 4 composantes connexes, donc on a ajouté 4 régions, au plus on peut ajouter 4 régions. Ok? Alors, donc si je regarde ces Fk, je peux me poser la question, combien y a-t-il de régions? Donc, combien y a-t-il de régions dans Hn plus 1 moins ces intersections? Donc moins ces intersections. Donc allant de 1 à n. Eh bien, si les HK sont de position... Alors si les HK ne sont pas de position générale, ça veut dire que les droites ici, les points, si on veut, hein, si on voit ça comme ça, les points qui vont apparaître ici ne seront pas de position générale, ne sont pas en position générale. Ça veut dire qu'il est possible que, par exemple, ces deux points-là soient le même que cette intersection ici, par exemple. D'accord? Mais au plus, on sait que la valeur maximale va être atteinte à condition que, puisque là on est en dimension inférieure, hein, on est en dimension d-1 maintenant, eh bien on sait par hypothèse de récurrence que la valeur maximale est atteinte à condition que ces intersections, ces Fk, soient en position générale. Donc, je vais pas effacer, je vais l'écrire là, peut-être. Donc, on sait que le nombre de régions qu'on cherche atteint son maximum si les Fk sont en position générale. Donc là, on est maintenant en dimension d-1, étant donné que là, on est dans Hn plus 1. Et donc, si vous avez compris ce qui s'était passé ici, le nombre de régions que nous avons ajouté à notre arrangement, c'est exactement le nombre de composantes, enfin le nombre de régions qu'il y a dans l'intersection, enfin dans H, donc là, je sais pas, disons que c'est H4 là, ou Hn plus 1. Donc c'est le nombre d'intersections que nous avons dans Hn plus 1, enfin c'est le nombre, pardon, je recommence. Donc, le nombre de nouvelles régions que nous ajoutons dans cet arrangement d'hyperplan correspond exactement au nombre de régions que nous avons dans Hn plus 1 pour l'arrangement d'hyperplan donné par ces intersections-là. D'accord? Donc là, vous avez le cas de la dimension 2. C'est un peu plus difficile, mais vous pouvez imaginer un cas de figure en dimension 3. C'est exactement ça qui se passe. Ok? Donc,
Et donc là, si je dis en position générale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque part que la position générale, ça va être que Hn plus 1 inter à Hk, etc. Va devoir donner un truc de dimension d-1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De d-2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, les FK sont de dimension t-2. On pourrait dire oui, mais s'il y a des parallèles et tout ça, là dans ce cas-là, il y a des intersections. Donc si ce sont des parallèles non confondus, il y a des intersections en moins, donc ça veut dire qu'il y a des éléments en moins. Donc il y a un nombre de régions en moins, d'accord? Donc bon, bref. En tout cas, ces choses-là vont être de dimension d-2. On sait que ça va être vrai si, on va atteindre un nombre maximal de régions pour Hn plus 1 moins cette intersection des c'est cette union, pardon, c'est union, pas intersection. Donc l'union des FK ici. Et donc donc on sait que le nombre de régions est là. Et donc ce nombre de régions, c'est au plus C de n-1, puisque là on se retrouve avec Cn, pardon, pas n-1. Là on se retrouve avec Cn, parce que là on a n droite en dimension d-1. Ok? Si je regarde maintenant l'arrangement que nous avons ici on a donc au plus C nd. Je vous rappelle que le nombre maximal, on l'a supposé atteint pour n'importe quel delta inférieur ou égal à d et n'importe quel i inférieur ou égal à n. D'accord? Je rappelle juste ça quelques secondes. Donc on a ça, ok. Et donc on se rend compte que le nombre maximal va être atteint à condition que ça, les H1, Hn soient déjà en position générale et que les intersections FK avec soient aussi en position générale et que ces intersections soient non vides. Conclusion, ça veut dire qu'en effet la valeur maximale est atteinte à condition que les H1 jusqu'à Hn plus 1 soient en position générale. Donc on conclut que le nombre max est atteint si les H1 jusqu'à Hn plus 1 sont en position générale. S'il y a des intersections vides, ça enlèverait des éléments dans la composante, d'accord? S'il y a des intersections non vides, il faut que ce qui va être engendré dans la dimension inférieure soit aussi en position générale. Et dire que c'est en position générale, ça veut bien dire que les intersections vérifient ce que j'ai dit là pour expliquer ce que c'était la position générale. N'hésitez pas à prendre un petit peu de temps, revenir en arrière aussi pour relire ce que c'était la notion de position générale et peut-être prendre un peu de temps quand même pour comprendre ce que j'ai écrit là. Mais quoi qu'il arrive, j'en arrive à la conclusion suivante, c'est que Cn plus 1d, et j'en déduis que c'est égal à Cnd. Donc Cnd, c'est le nombre maximal de régions que j'ai ici. Et le nombre maximal de régions que j'ai ici, c'est cette valeur-là. Et comme je l'ai expliqué là, pour le cas de la droite ici, chacune des régions que nous avons ici est une empreinte d'une région qui était déjà présente dans H1, Hn. Et donc ces régions-là, on les a coupées en deux. Donc si ces régions-là, on les a coupées en deux, ça veut dire qu'on a augmenté de 1 cran le nombre de régions pour chacune des régions qu'on a intersectées. Donc chacune des régions qu'on a intersectées correspond à ces régions-là. Donc ça veut dire que on a ce truc-là plus Cnd-. On a donc cette relation de récurrence. Et donc ça veut dire qu'on peut déduire que vaut Cnd grâce à ce qui se passe en dimension inférieure et ce qui se passe aussi pour n plus petit. Et donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va carrément donner une expression plus ou moins explicite pour conclure. J'efface pour avoir de la place. Et je vais rappeler les expressions que nous avions obtenues pour d égale 1 et d égale 2. Alors je rappelle que Cn1 c'était n plus 1. Je rappelle que donc Cn2 c'était n fois n-1 sur 2 plus n plus 1.
Ok? Alors qu'est-ce qu'on vient de montrer? On va le faire pour 3 d'abord, et puis on va peut-être se rendre compte de quelque chose qui se passe. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe pour 3? Je viens de montrer que Cn plus 1, oups, donc Cn plus 1, 3, est égal à Cn3 plus Cn2. Cn2, je connais l'expression, hein. Je connais l'expression explicite, je l'ai au-dessus, très bien. Donc je peux utiliser la technique de télescopage. Si je fais la somme pour k allant de 0 à n-1, de ck plus 1, 3, donc ck plus 1, 3 plus moins ck, 3. Bon bah ça, je vais voir que c'est égal à c, donc cn3, moins, alors ce qui se passe en 0, il n'y en a qu'un seul, hein, C0D, on l'a dit, hein, ça fait 1. Et de l'autre côté, je me retrouve avec la somme de k fois k plus k-1 sur 2 plus k plus 1. Donc pour k allant de 0 à n-1. Ok? Mais si je fais un petit peu plus attention, alors c'est pas pour rien que je les ai écrits comme ça, si on fait un petit peu plus attention aux termes que j'ai écrits, eh bien on se rend compte que chacun des termes que j'ai écrits pour l'expression, pour la dernière expression, peut s'écrire à l'aide de coefficients binomiaux. Donc lui par exemple, c'est la même chose que 2 parmi n, donc 2 parmi k ici. Lui c'est la même chose que 1 parmi k, lui c'est la même chose que 0 parmi k. Et donc, bon, bah, on peut faire la somme de ces choses-là maintenant séparément. Donc, on est en train de faire la somme pour k allant de 2 à n-1 de 2 parmi k, plus somme pour k allant de 1 à n-1 de k, donc 1 parmi... je vais y arriver, donc 1 parmi k, et puis ensuite, plus la somme pour k allant de 0 à n-1 de 0 parmi k. Donc on se retrouve avec ça. Maintenant j'additionne tout le monde. Donc là j'obtiens quoi? J'obtiens ici n. Ici bon, on peut faire le calcul et on va se rendre compte qu'on se retrouve avec n fois n-1 sur 2. Donc ça c'est 1 parmi n. Ça c'est 2 parmi n. Et je vous le donne en 1000. Celui-là c'est 3 parmi n. Alors c'est un petit exercice de faire le calcul. Donc si je fais le calcul plus général de k parmi p, p allant de 0 à n, n-1 plutôt, je vais faire jusqu'à n-1 exprès. Donc pas pour p allant de 0, qu'est-ce que j'écris? Pour p allant, enfin pour k allant, je vais y arriver, donc pour k allant de ici p à n-1, puisque tous les autres coefficients binomiaux valent 0, hein, bien sûr, avant, donc c'est pas la peine de les écrire. Ok, alors si je veux calculer cette somme-là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire apparaître le binôme de Newton. Ok, donc si je fais apparaître le binôme de Newton, je peux écrire que ça c'est la même chose que la somme pour k allant de p à n-1 de... Alors je vais faire apparaître le binôme de Newton de manière assez intelligente. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la chose suivante. C'est la même chose que k plus 1, ouais, p plus 1 parmi k plus 1, moins P plus 1, K parmi P plus 1. P plus 1 parmi K. Voilà. Donc ça, c'est la même chose que lui plus lui. Donc je peux écrire cette différence. Ok, et puis ça c'est un télescopage. On en déduit qu'on obtient N, donc P plus 1 parmi N, moins, ici on obtient P plus 1 parmi P, et P plus 1 parmi P, ça fait 0. Donc conclusion, en effet, la somme de P parmi K, c'est égal à P plus 1 parmi n, hein, donc cette somme allant de p à n-1. Donc c'est exactement ce que j'ai là, et ça me donne bien 3 parmi n, du coup, d'après la formule que je viens d'obtenir. Ce qui me permet donc de conclure que Cn3, c'est la même chose que 3 parmi n, plus 2 parmi n, plus 1 parmi n, plus 0 parmi n. 0 parmi n étant le moins 1 que je mets de l'autre côté qui devient plus 1.
Bon, bah, vous l'aurez compris, maintenant, j'espère, que la formule générale, ça va être CND est égal à la somme pour P allant de 0 à D de P parmi N. Bon, puis c'est une preuve par récurrence, toute bête, je vais la faire. Ça paye pas de mine. Donc on sait que Cn plus 1 D est égal à C, donc CND plus CND plus CND moins 1. Donc c'est ça. Et je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait juste il y a quelques instants. Je fais apparaître un télescopage, donc de CK plus 1 D moins CKD. Donc ce télescopage va me donner CND moins C0D. C0D c'est la même chose que 1. Et de l'autre côté, je me retrouve avec, là je me retrouve avec la somme pour K allant de 0 à N-1 des CKD-1. Par hypothèse de récurrence, je suppose que ce truc-là est égal à ce truc-là, donc je peux écrire somme pour P allant de 0 à D-1, somme pour K allant de 0 à N-1. Je peux échanger les deux sommes parce que les sommes sont finies, de P parmi K. C'est ça. Bon, alors bien sûr, les premiers termes sont nuls, donc c'est pas la peine d'aller à 0, je peux commencer à P, une fois que j'ai changé le rôle des deux sommes. Et donc, cette somme-là, on vient de le voir à l'instant, c'est la même chose. Donc, D-1, c'est la même chose que P plus 1 parmi N. Donc là, je me retrouve avec la somme pour P allant de 1 à D de P parmi N. Et donc, ce terme-là, qui reste à mettre, c'est la même chose que 0 parmi N. Donc, c'est gagné, j'obtiens bien le résultat voulu. Et voilà, je pense avoir terminé avec cet exercice. Alors vous voyez que le dénombrement était loin d'être, j'espère, de toute façon vous pouviez vous y attendre. Le dénombrement était loin d'être facile. J'espère qu'il a été quand même très intéressant de voir comment on pouvait dénombrer ces choses-là. Et vous voyez vraiment, c'est un jeu avec les intersections que nous avions, avec le nouvel hyperplan qu'on va ajouter par rapport aux anciens hyperplans qui étaient présents. Il fallait juste essayer d'expliquer pourquoi, en effet, la position générale est celle qui permettait d'avoir le plus de régions possible. Ce qui n'est pas non plus très facile, et en général, c'est vrai que quand on regarde certaines corrections, c'est pas très clair ce qui est expliqué, parce qu'ils expliquent... Enfin, en général, ils évitent d'expliquer ce que c'est, cette histoire de position générale. Ils évitent d'en parler. Je trouve ça un peu dommage, et je voulais vous en parler, je voulais vous le partager pour vous expliquer ce que c'est cette histoire de position générale. J'espère avoir réussi à vous expliquer ce que c'était, et par conséquent avoir réussi à vous expliquer pourquoi en effet cette position générale est ce qui permet d'atteindre le nombre de régions maximales, etc. etc. Chose que j'ai déjà racontée. Et donc on arrive à cette conclusion assez sympathique d'écrire que les CND peuvent s'écrire en fonction des coefficients binomiaux. Je trouve ça assez intéressant. Peut-être qu'il y a une autre façon, je pense que ça ne doit pas être... Là, j'ai pas pris le temps vraiment d'y réfléchir suffisamment, mais peut-être qu'il y a moyen d'essayer d'expliquer de manière vraiment combinatoire cette chose-là, parce que quand on voit un résultat comme ça en somme de coefficients binomiaux, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'interpréter ça en disant oui, alors je suis en train de compter le nombre de façons de prendre 0 parmi n, de prendre 1 parmi n, de prendre 2 parmi n, etc. et que ces choix sont distincts, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a un moyen de l'expliquer comme ça, mais là, je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Je vous invite à y réfléchir si vous voulez, peut-être. Y a-t-il un moyen de l'expliquer plus combinatoirement bon, certes, c'est déjà pas mal combinatoire ce que je viens d'essayer d'expliquer, mais je me demande s'il n'y a pas moyen de trouver cette formule plus ou moins directement en expliquant, en fait, je choisis peut-être un truc comme ça, je choisis des droites, je choisis des points, je choisis des droites, etc. d'une certaine manière. Bon, ça veut dire quelque part, je cherche une collection de points qui vérifie ça, une collection de droites qui vérifie ça. Peut-être que c'est lié à cette histoire de dimensions successives que je prends. Bon, pas sûr du tout que ce soit vrai, mais c'est peut-être dans cette idée-là. Donc voilà, c'est juste... Voilà, c'est une idée. Ça peut être une question aussi de déterminer les régions à l'aide de ces différentes droites qui apparaîtraient. Des régions qui seraient délimitées par un certain nombre d'hyperplans, peut-être que c'est ça. Bon, voilà. Enfin, bref, en tout cas, je vous invite à y réfléchir si vous voulez.
Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous a pas mal intéressé cet exercice. Je le trouve quand même assez intéressant et c'est pour ça que je voulais vous le proposer. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser en commentaire des questions ou autres si vous en avez. Je pense que je peux comprendre qu'il peut y avoir quelques questions qui peuvent être soulevées là maintenant à la suite de cet exercice. Sinon, c'est pas grave. Mais en tout cas, laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui sont intéressés par le contenu de la chaîne et par cette vidéo peut-être en particulier. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite, vers la fin de la semaine, pour le prochain numéro du Petit Exode Call. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!